Bonjour et bienvenue sur Tant que je serai noire, le podcast qui donne la parole à des femmes noires afin de discuter de leur désir ou non-désir de maternité. Avant de commencer ce nouvel épisode, je tenais à remercier Nina, Ruth, Alima et Aja pour leurs commentaires laissés sur Apple Podcasts, puis toutes les personnes avec qui j'échange sur Instagram. Ça donne de la force et ça m'encourage à promouvoir les récits des femmes interviewées. Alors, pour ce nouvel épisode, nous allons parler non-désir de maternité avec Connie, une femme pétillante de 21 ans, étudiante en droit et bisexuelle. Je tenais à remercier Connie d'avoir parlé sans tabou de deux sujets qui sont parfois mal perçus au sein de nos communautés afrodescendantes. C'est parti, bonne écoute. Bonjour Connie. Bonjour Tsipora, merci de m'avoir invité sur ton podcast. Donc moi je m'appelle Connie, j'ai 21 ans, je suis étudiante en droit, afroféministe, féministe, je lutte dans la lutte antiraciste, féministe, intersectionnelle, etc. Et du coup, donc on va faire un petit saut dans le temps. On va parler un peu de ton enfance, de dans quel schéma familial tu as grandi. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Est-ce que tu vis avec tes parents? C'est pas vraiment, j'ai que 2 sœurs de sang, mais le reste c'est vraiment parce que quand je suis née, ma mère elle faisait encore ses études, alors du coup c'est une amie, une très proche amie à elle qui m'a, entre parenthèses, élevée avec elle en fait. Du coup, je l'appelle ma deuxième maman. Et pour moi, les enfants de cette deuxième maman, c'est mes frères et sœurs. En tout cas, moi, ça paraît naturel. Après, j'ai l'impression que c'est vraiment le cas de beaucoup d'enfants afro en fait. Mère biologique et mère supplétive. Dans plusieurs communautés afro-américaines, des frontières mouvantes distinguent les mères biologiques des autres femmes qui prennent soin des enfants. Les mères biologiques sont censées s'occuper de leurs enfants, mais les communautés africaines et afro-américaines ont aussi reconnu que faire porter sur une seule personne la responsabilité du maternage n'est pas toujours la solution la plus avisée. Par conséquent, les mères supplétives, les femmes qui aident les mères biologiques en partageant les responsabilités maternelles, ont traditionnellement été centrales dans l'institution de la maternité noire. Les grand-mères, les sœurs, les tantes ou les cousines agissent comme mères supplétives en prenant en charge le soin des enfants des unes et des autres. Ceci est un extrait du livre La pensée féministe noire de Patricia Hill Collins. Comment ça fait d'être au milieu de tout ça? Parce qu'au final, tu as l'air d'être dans une position de l'enfant qui est un peu au milieu, hein. T'es pas la plus grande, mais t'es pas non plus la plus jeune. Ouais. Comment est-ce que tu te situes par rapport à ça? En fait, franchement, je sais pas du tout. Très souvent, je regarde des vidéos en mode quand t'es l'enfant du milieu, c'est comme ci ou c'est comme ça, et je m'identifie pas du tout. Parce que du coup, finalement, en fait, je suis la deuxième fille de mon père, mais la première fille de ma mère. En fait, je sais pas, je vois pas trop de différence. Après, si, j'ai l'impression que j'étais un enfant test pour ma mère. Parce qu'il y a plein de trucs qu'elle fait plus avec ma petite sœur. Voilà, en tout cas, moi, j'ai pas mal vécu. Après, ouais, non, ça s'est très bien passé. Je sais pas spécialement si on avait des problèmes d'argent ou quoi. Tout ce que j'ai, c'est que vraiment, j'ai toujours eu la sensation qu'on vivait bien. Non, j'ai une enfance très Et du très coup, agréable. tu as vécu en région parisienne? Je suis née à Rennes. Et après, ma maman, elle a bougé. Et mon papa aussi, d'ailleurs, ils ont bougé. Et on a vécu très longtemps dans l'Eure-et-Loir. Genre, on a fait Dreux, Saint-Lubin et Vernouillet. Et du coup, donc aujourd'hui, je t'ai à ce micro parce que j'ai envie d'en savoir un peu plus sur ton désir ou non désir de maternité. Du coup, je vais poser la fameuse question. As-tu un désir ou un non désir de maternité? J'ai un total non-désir, vraiment, sans aucune, vraiment pas péjorativement, hein, juste, je ressens vraiment, c'est même pas que j'ai pas l'envie, c'est que je vois même pas l'intérêt ni la nécessité, je me vois même pas, quand je me projette, je me vois pas avec je me D'accord. vois pas comme ça. Ouais. Et du coup, c'est quelque chose que tu as depuis longtemps? Enfin, en tout cas, est-ce que tu te souviens à peu près à partir de quand tu as commencé à réfléchir à ça? Vraiment, ça a à voir avec mon évolution dans le féminisme, en fait. C'est qu'au fur et à mesure, quand tu évolues dans le féminisme, tu te rends bien compte qu'en fait, on te met que tu as un schéma en tête, mais c'est pas vraiment le tien, c'est plus ce que, voilà, ce que la société dit. Il y a les phases, quoi. D'abord, tu fais tes études, tu as un travail, tu trouves un mari, tu as un enfant. Donc moi, au début, je me disais que bon, ok, si c'est comme ça que ça marchera comme ça. Jusqu'à ce que plus j'évolue dans le féminisme et plus je me rends compte qu'en fait non, rien ne m'y oblige, que c'est que un schéma parmi tant d'autres en fait,
Et c'est juste un jour, ma sœur qui s'est levée un jour et qui m'a juste dit, voilà, dans une conversation, j'ai pas envie d'avoir d'enfant. Et j'ai réfléchi et j'ai dit, ouais, moi non plus. Et à partir de là, c'est là vraiment que j'ai commencé à réfléchir qu'en fait, vraiment, c'est vraiment juste pas le désir du tout. Je sais que si un jour, par exemple, je tombe enceinte par accident ou quelque chose, je sais que j'avorterai pas parce que je pense que psychologiquement, je suis pas apte à avorter. Je pense que ça doit être quand même très dur à vivre, l'après, et que je pense pas que je sois Mm. capable de supporter ça. Mais sinon, Oui. vraiment, je me vois pas avoir le projet, en fait, d'avoir un enfant. Bon, si ça arrive, hein, c'est pas grave, tant pis. Mm. Mais si ça arrive pas, Oui. en tout cas, je ferai tout pour pas que ça arrive. Oui, oui. Quand on est jeune aujourd'hui, est-ce que toutes ces questions, en fait, liées à la maternité, tu trouves qu'elles sont assez bien, abordées à l'école? Est-ce que, par exemple, en je sais pas, en SVT, je me souviens, hein, en SVT, on avait ces cours un peu sur, déjà l'appareil, génital, hein, des hommes et des femmes, mais voilà, c'était très scientifique et je sais pas si vous avez des cours d'éducation sexuelle et si c'est des cours qui s'arrêtent que sur l'idée de, il faut se protéger, il y a des maladies qui sont transmissibles. Ou est-ce qu'il y a cette dimension réfléchissez, en fait, avant de, plus tard, devenir parent? Bah pour le coup, moi, bon, ça fait longtemps que la dernière fois que j'ai fait Ouais. éducation sexuelle, c'était au lycée. Oui. Donc, ouais, ça fait un petit temps là quand même. Mais, ouais, non, pareil, hein, nous, c'était extrêmement, extrêmement scientifique, hein. C'était, voilà, comment est-ce qu'on met un préservatif. On nous montrait les préservatifs Mmh. féminins, mais on nous disait pas comment est-ce qu'on les mettait. Enfin, genre, comment dire, quand on mettait, par exemple, le préservatif, c'était qu'on avait vraiment un Ouais. truc en polystyrène, vraiment en forme de pénis. Il fallait vraiment le mettre et tout. On nous montrait Mmh. comment détacher le paquet, comment l'enfiler et tout et tout. Mais quand il s'agissait par contre des préservatifs féminins, on nous disait juste voilà, vous faites comme ça. Mais nous, on testait pas, on Ouais. regardait pas les paquets, on savait pas à quoi ça ressemblait. On n'avait pas, voilà, il y avait aucune maquette de, Mmh. de, de vagin, ni d'utérus, ni rien. Et ouais, extrêmement scientifique, hein, pas un seul mot sur le Mmh. consentement, pas un seul mot sur comment ça se passe, sur le fait que les sites, le porno, c'est pas la Ouais. sexualité comme on le voit dans le réel. On nous parle pas non plus de comment ça se, enfin, plein de choses qu'il aurait fallu qu'on aurait dû en parler, je pense. Comme par exemple le mythe aussi de la virginité. Ça, j'en apprends de plus en plus grâce aux réseaux sociaux et j'aurais bien voulu qu'on me l'apprenne Mmh. à l'école. Je trouve que c'est quand même très important. Moi, je vois par exemple ma petite sœur qui, elle vient d'entrer au lycée. Elle a déjà fait Oui. éducation sexuelle une première fois au collège. C'est moi qui lui ai expliqué un peu le consentement, C'est quoi. incroyable. Ça ils l'ont pas vu en cours, par exemple. Très tabou. Je me dis si l'école ne le fait pas, comment du coup, les parents ou les frères et sœurs peuvent jouer un rôle, en fait? Et c'est Mm. très bien ce que tu fais. Parce qu'effectivement, c'est bien beau de dire, voilà, mode d'emploi, voilà, techniquement, c'est comme ça qu'il faut faire, mais tout le côté consentement et est-ce que, voilà, j'ai vraiment envie, de faire ça et quelles sont les conséquences? Je Mhm. pense que, ouais, il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Et puis même au niveau de la maternité, de l'accouchement, on nous apprend rien. Mmh. J'apprends beaucoup de choses aussi. Pour moi, je sais pas, quand on a couché, c'était voilà, ça sortait 2 minutes, 2, 3 minutes, pouf, c'est sorti, c'est fini. Et finalement, j'apprends tout ce qui est déjà psychologiquement, ce qui arrive après ce qui peut arriver après l'accouchement. Oui. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait qu'on nous dit pas, et je pense que c'est aussi le rôle de l'école et de l'État de préparer les femmes à ça Je en pense fait. qu'effectivement, il y a après, je pense que les choses évoluent un petit peu, je pense que d'une génération à l'autre, on a de plus en plus accès aux infos, comme tu le dis. Mhm. Toi, tu peux aller te renseigner, et cetera, mais voilà, faut quand même avoir la curiosité, C'est ça, exactement. d'aller chercher et ça, c'est pas tout le monde qui a déjà les moyens Mm. et l'envie de le faire. Mm. On va y arriver. On va y arriver. Non, c'est vrai, après, c'est vrai qu'il y a des changements un peu timides, hein, mais bon, on sent déjà qu'il y a une volonté d'avancer vers ça pour faire beaucoup plus de prévention et d'explication et mieux couvrir le sujet, quoi. Alors du coup, là, on parlait d'éducation, même si c'était éducation sexuelle à l'école. Je vais faire Mhm. une petite transition pour parler justement de toi, ton éducation et ton rapport avec ta maman. Je dirais qu'il est complexe quand même si en soi, vraiment, il est positif, hein, je l'aime de tout mon cœur, il n'y a aucun Hmm. souci là-dessus. Mais c'est plus que, voilà, je sais pas,
j'imagine que c'est un peu comme toutes les relations mère-fille, en fait. Hein. On se rejoint sur beaucoup de choses, parce qu'évidemment, c'est elle qui m'a éduquée, mais en même temps, on a beaucoup d'avis divergents. Mais Mhm. ce que je peux pas lui enlever, par contre, c'est que vraiment, elle respecte mes opinions, elle respecte mes avis. Il y a, elle m'interdit, je sais pas comment dire, elle m'interdit pas de penser d'une certaine manière. Elle ne m'impose pas une seule idée. Quelquefois, ça arrive, elle m'écoute. Donc, non, en tout cas, oui, très bonne Ok. relation, je trouve. Et du coup, comment elle perçoit ton non-désir de maternité? Parce qu'elle est au Ah, courant. bon, bah, faudra pas qu'elle écoute le podcast alors. Oh, je crois qu'elle écoute. Hein. Non, mais pour de vrai, je pense que, un peu comme toute ma famille, hein, je pense qu'elle se dit que c'est juste parce que je suis jeune et que. Parce que quelquefois, j'en parle hein, au détour d'une Hmm. conversation, mais on me prend jamais vraiment au sérieux. Et du coup, est-ce que tu as déjà eu cette question de bah, comment tu vas faire quand tu seras plus vieille? Qui est-ce qui va s'occuper de toi? Qu'est-ce que toi, tu répondrais du coup? Ou si on te l'a déjà posé, qu'est-ce que tu réponds à cette question qui peut être parfois très piquante? Bah, pour le coup, on m'a jamais posé cette question. Le plus souvent, on essaie de me faire culpabiliser. Mais s'il fallait que je réponde à cette question, je vais m'occuper de moi, j'imagine. Premièrement, parce que quand je vois par exemple ma mère, son projet, elle, pour la retraite, c'est d'aller, elle, aller vivre au Cameroun et de payer quelqu'un Mhm. pour qu'il prenne soin d'elle. Et moi, je me vois très bien faire ça aussi. Je trouve ça pas mal. Et puis, combien même, j'ai mes cousins, mes cousines, j'ai mes neveux, Oui, j'aurai des neveux et des nièces. Donc, en tout cas, je sais qu'on est une famille quand oui, même qui ouais. s'entraide, un minimum. Donc je sais très bien que j'ai pas besoin d'enfants pour qu'ils prennent soin de moi. Et puis même, je comprends pas c'est quoi l'idée de faire un enfant juste pour Oui. qu'il prenne soin de toi. Peut-être que l'enfant aura d'autres buts dans sa vie, d'autres finalités que Mm. prendre soin de sa maman. Bon, je prendrai soin de ma maman, évidemment. Mais voilà, je trouve que c'est un peu... Là, pour le coup, je trouve que là, ça, c'est égoïste de faire un enfant dans le but qu'il subvienne à tes besoins plus tard. Oui. En fait, c'est vrai qu'il y a c'est souvent cette discussion, tu vois, entre, bah, tu as des femmes, par exemple, il y a l'autrice du livre No Kids, Corinne Mayer, qui disait, «J'ai eu mes enfants pour une raison triste, j'avais peur d'être Oui. seule», tu vois? Et je trouve ça effectivement, triste parce que, ouais, déjà, je trouve que ça fout une pression énorme sur l'enfant ou les enfants. Parce que du coup, quand on est dans un schéma de ce type-là, ben, on est très, 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 protecteur, on va être peut-être trop envahissant dans la vie de ses enfants Mhm. et il y aura toujours cette notion de «tu m'es redevable» qui, je pense, est quand même assez présente, dans nos cultures, hein. Ce côté, bah, oui, moi je t'ai mis au monde, je t'ai éduqué, donc tu dois être là pour moi, jusqu'à la fin, quoi. Ouais. Et c'est aussi très malsain en plus. Bah, Hein. c'est Ça peut ça, être très malsain. exactement. Moi, je sais que jamais j'abandonnerai mes parents. Puis ouais, enfin, c'est un peu le pacte, quoi. On a signé un pacte, même si j'ai pas décidé, j'avais pas trop le choix, mais mais ouais, je comprends totalement et je pense par rapport à l'égoïsme, encore une fois, c'est contradictoire parce que je sais pas si tu vois un peu dans les mouvements, pas afroféministes, mais militants, panafricains, bah, tu vas souvent avoir, ce type de discours qu'une femme, eh ben, une femme noire de surcroît, elle se doit de devenir maman, en fait. Et eux, ils vont te dire que c'est égoïste de ta part de ne pas en avoir. Ils vont retourner un peu la situation. Je sais pas si toi, tu as une réponse à donner à ce type de mec? Pour de vrai, je comprends vraiment pas je comprends pas en quoi est-ce que c'est égoïste de ma part de pas vouloir d'enfant. Enfin, déjà, comment est-ce que je peux être égoïste envers une personne qui n'existe pas? C'est déjà une première question que je me pose. Et ensuite, admettons que ce soit égoïste, à qui est-ce que à qui est-ce que ça fait préjudice en Mmh. fait? Je comprends vraiment pas cette manière de penser. Je saurais pas quoi répondre. D'ailleurs, on me l'a déjà dit hein, que j'étais égoïste parce que je ne voulais pas Oui. d'enfant. Ah ouais. Mais je comprends pas. Déjà, voir le fait d'avoir un enfant comme un sacrifice, je pense que déjà ça pose problème. Et combien même si c'est un sacrifice, il y a des gens qui sont peut-être prêts à faire ce sacrifice, d'autres qui ne le sont pas. Et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faudrait juger les personnes qui ne sont pas prêtes à faire Je ce suis totalement sacrifice-là. d'accord avec toi. Après, voilà, c'est des avis qui divergent. Et comme Mhm. encore une fois, je pense que c'est un choix qui est totalement personnel. Et est-ce que du coup, toi, tu envisagerais l'adoption?
Franchement, non, parce que quand je dis que j'ai pas envie d'enfant, c'est même pas. Très souvent aussi, on pense que c'est parce que j'ai peur de l'accouchement, etc., etc. Mais rien à voir pour le coup. J'ai peur de l'accouchement, hein, ça me fait flipper, hein, j'ai peur. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Du coup, c'est vraiment l'idée de d'élever. Je sais, en fait, c'est même très bizarre parce que c'est même pas l'idée d'élever qui me dérange. J'apprécie l'idée d'avoir à élever mes cousins, mes cousines, mes neveux, mes nièces. Mais c'est juste avoir un enfant à moi, je sais pas. Ça ne m'intéresse vraiment pas. C'est même pas que ça me répugne, hein, c'est juste que ça m'intéresse. Il y a comment dire, un lien que j'aimerais bien faire entre mon non-désir de maternité et ma bisexualité. C'est surtout comment les gens perçoivent ça, en fait. Il y a un gros cliché qui entoure, en fait, les bisexuels, évidemment, c'est de dire, comme les bisexuels ne cherchent qu'à coucher avec tout le monde à gauche et à droite, c'est pour ça, en fait, qu'on ne veut pas d'enfants. Tu vois ce que je veux dire? Très souvent, ça a été comme ça, en tout cas, qu'on me l'a amené. Et c'est aussi comme ça qu'on a essayé de me discréditer, en fait. On me dit que je suis ni bisexuelle, ni que je n'ai pas envie d'avoir d'enfants. On me dit que c'est juste une passade et que, voilà, je suis jeune et que c'est pour ça que je ne veux pas d'enfants et que je veux coucher à droite et à gauche. En fait, il y a cette excuse facile de déjà tu es Exactement. jeune, donc ça explique que tes décisions ne sont pas arrêtées. Mhm. Et deuxièmement, tu es bisexuel, donc en gros pour eux, t'es pas sûr C'est la de première ton fois. attirance sexuelle. D'accord. Mais je comprends en fait, et encore une fois, tu vois, l'idée, c'est de briser le maximum de tabous Exactement. qu'on Surtout peut quand avoir. je dis que je suis sûre, je le sais. En fait, c'est vraiment ça. C'est que ma bisexualité, elle est autant évidente que mon non-désir de maternité, en fait. Je sais ce que je veux, j'en suis Oui. sûre. C'est même pas vraiment un choix, c'est juste comme ça, c'est moi. Non, non, mais c'est super intéressant, du coup, d'avoir cette... bah, tu vois, on en parle pas assez souvent déjà, de manière générale. Euh, et deuxièmement, je pense que au sein des communautés afro, bah, il y a déjà le tabou sur la bisexualité, faut le dire. Et deuxièmement, bah, sur la parentalité. Déjà, il y a beaucoup de gens qui se disent, bah, quand t'es bisexuel, limite, faut pas être parent, quoi. Donc voilà, il y a énormément de sujets sur on pourrait en parler pendant des heures, je Ça me fait pense. penser, du coup, quand tu parles justement de la communauté, c'est même pire encore quand, par exemple, quand je suis sur des sites de rencontres et que j'ai quelqu'un qui ne fait pas partie de la communauté afro qui m'envoie un message, qui voit qu'il est marqué bisexuel, que je ne veux pas d'enfant et que je suis noire. Là, alors là, c'est pire encore. Là, c'est le... Parce que moi, je le verrais au contraire comme un acte fort et limite pas un côté frivole, tu vois. Mais au moins, t'es droite dans tes bottes et tu sais ce que tu veux, en fait. Mais ouais, en tout cas, c'est super intéressant. Ah, Ouais. y a pas de problème. Merci d'en avoir parlé, hein, franchement. Donc, du coup, donc tant que je serai noire, c'est aussi donc au-delà de parler du désir ou non désir de maternité, c'est aussi parler de femmes noires inspirantes dans le monde de la musique et dans le cinéma. Du coup, je vais te poser quelques petites questions. Donc la première, c'est quelle est ta chanteuse afro-descendante préférée? Elle peut être maman ou pas, hein, c'est pas, voilà, c'est montrer la diversité, justement. Ma préférée, je pourrais pas dire que j'en ai des préférées parce que j'en aime beaucoup trop. Je veux dire, il y en a tellement. Il y a Beyoncé, évidemment. Je crois que, je sais pas, j'ai l'impression que c'est la base, Beyoncé. Après, il y en a tellement d'autres. Il y a Ella Fitzgerald aussi, que j'adore du plus profond de mon cœur. Ça vient vraiment de mon amour pour le jazz qui m'a été transmis par mon père, pour le coup. C'est vraiment Ella Fitzgerald, ouais, dans mon cœur. Il y a Grace Deka. Grace Deka, c'est une chanteuse, je crois qu'elle est camerounaise. En tout cas, ouais, non, je sais pas. Elle me rappelle mon enfance parce que c'est vraiment la musique que j'écoutais et que ma maman me chantait, enfin, qu'elle chantait ou des trucs comme ça. Et du coup, ouais, ouais, j'adore Grazeka. C'est mon enfance. C'est les musiques que j'écoutais dans la voiture quand j'étais bébé pour m'endormir. Enfin, bébé. Petite, voilà. Et du coup, donc là, je rebondis, je fais un petit aparté. Ça m'a fait rappeler Mhm. l'importance de la transmission.
Donc toi, donc tu es d'origine camerounaise du coup et comment est-ce que ta maman, elle t'a transmis? Est-ce que du coup, bah, tu as parlé de musique, est-ce que tu as voyagé, tu es retournée au Cameroun de temps en temps? Est-ce que tu parles une des langues du J'y Cameroun? suis déjà allée 3 fois. Normalement, cette année, on aurait dû y être une 4e fois, mais confinement fait que non. Et en gros, c'est totalement au hasard, mais on y va une fois tous les 3 ans. C'est pas fait du tout exprès, mais voilà, on y va une fois tous les 3 ans. On n'en fait pas exprès, c'est pas du tout un programme, mais c'est juste un jour on dit faut qu'on retourne au Cameroun, et c'est cette année-là, donc voilà. En tout cas, ouais, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a des moments où vraiment j'en peux plus de la France pour X ou Y raison, je sais pas trop pourquoi, et je me dis non, là il faut que j'aille au Cameroun, il faut vraiment que j'y aille. Là j'en ai besoin. Et comment ça se passe là-bas? Donc du coup, tu as toute ta famille. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu as ce syndrome de, «Je suis pas à ma place parce que quand je suis là-bas, on me traite de française et quand je suis là, on me traite de camerounaise». Est-ce que toi aussi tu as cette petite crise identitaire? Ouais, vraiment, oui. C'est même bizarre parce que la première fois que j'allais au Cameroun, enfin, la première fois que je suis allée de toute ma vie, j'avais 1 an, donc ça compte pas. Mais la deuxième fois, j'avais 12 ans et je me souviens que c'était vraiment au moment où, ouais, on me parlait. Enfin voilà, c'était l'adolescence. Et puis déjà, j'avais eu beaucoup de remarques qui me disaient que j'étais pas vraiment française parce que je suis noire, etc. Et du coup, voilà, je me disais que j'allais aller chez moi, entre guillemets. Comme tout le monde me disait, retourne chez toi. Bah voilà, là, je suis chez moi. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, non, le Cameroun, c'est pas chez moi. Finalement, je me rends vraiment compte que oui, la France, c'est chez moi. C'est le pays c'est là où j'ai mes codes, c'est là où j'ai mes amis. Je sais pas, c'est là que j'ai été élevée. Voilà, j'étais socialisée là-bas, en France, en fait. Du coup, le Cameroun, c'est plus un pays de vacances. Je sais pas, un pays que je vais visiter, qui a évidemment une grande place dans mon cœur. Évidemment, je veux que le Cameroun réussisse. Je veux tout le bien du monde au Cameroun. Mais c'est pas chez moi. C'est chez mes grands-parents, c'est chez ma famille, c'est chez ma mère. Donc évidemment, c'est un pays très important pour moi. Par rapport à ce que tu disais, par rapport à comment est-ce que ma mère elle a fait pour me transmettre ma camerounité, j'imagine. Bah déjà, c'est surtout grâce à ma première entrée en tout cas, ça a été grâce à mon prénom. Elle m'a appelée Connie. Je sais pas bien le prononcer en baganté. Ça vient du baganté. Ça veut dire amour. Très joli prénom. J'adore mon prénom. Je suis très fière de le porter. Et ouais, voilà. Et du coup, ça a été la première chose, en tout cas, quand je demandais, mais pourquoi tu m'appelais comme ça? Ouais, elle m'a dit non, c'est parce que voilà, c'est le baganté, ça veut dire amour, etc., etc. Quand j'étais petite, j'étais pas vraiment très intéressée par apprendre le baganté le vrai nom, c'est le Mejumba, mais moi, je dis baganté parce que j'ai l'habitude. Du coup, bah ouais, j'aimerais que ce soit par la langue déjà, mais aussi apprendre plus l'histoire du Cameroun. J'essaie vraiment de. Mais en tout cas, ouais, c'est par ça qu'on m'a transmis. La musique aussi, beaucoup. Beaucoup la musique, je veux dire. Quand je voyais mes amis qui parlaient de Michel Sardou ou Johnny Hallyday, en mode ouais, ça c'est trop les musiques de nos parents. Non, c'est pas la musique des miens. Les miens, c'est Grace Deka, c'est Timmy Toro, je connais même pas tous les noms. Je pourrais même pas dire tous les noms, mais bref, vraiment juste, on n'a pas les mêmes Non, c'est références. clair. C'est pour ça que je dis qu'on a chacune notre histoire et que c'est important de commencer à en parler, tu vois? Pour que chacun puisse voir: «Ah bah, tu vois, c'est normal si toi aussi c'est pas Michel Sardou ta référence». Donc ouais, c'est super important et du coup, donc là, on va basculer vers le cinéma. Donc est-ce que tu aurais, une personne, enfin une femme, une actrice, ou bien une personnage de film ou série qui te bah, voilà, qui t'inspire aussi ou qui embrasse, on va dire, son choix de maternité, avec classe? Au niveau des séries, il y a Dans ma famille d'abord aussi. Tu pas la première à la citer, ouais. J'adore Janet, ouais. J'adore. Ah, je l'aime trop. Genre, en fait, déjà, c'est la maman. Comment dire? J'aimerais dire que c'est la maman que j'aimerais avoir, et en même temps, elle me fait penser à ma maman aussi. Donc, c'est la maman que j'ai eue, Oui. j'imagine. En tout cas, ouais, elle me faisait vraiment beaucoup penser à ma maman. Du coup, vraiment, vraiment, directement, je me suis vraiment attachée à elle. J'aimais bien un peu la complicité qu'elle avait dans certains épisodes avec les enfants, quand ils se liguaient Oui, contre le papa ou des trucs comme ça. J'adorais la complicité qu'ils oui. avaient. Les moments où elle les grondait aussi, c'était toujours extrêmement drôle, extrêmement pertinent. Oui. Et bref, c'était vraiment, j'adore.
Non, mais c'est J'adore. pas mal comme choix. Et du coup, alors pour finir, si tu pouvais compléter cette phrase, que dirais-tu? Tant que je serai noire. Mais c'est tant que je serai noire, je défendrai ma communauté déjà. J'hésiterai pas non plus à éduquer Oui. mes cousines, mes cousins, mes neveux, mes nièces, leur apprendre leur histoire en fait, l'histoire de leurs Oui, bah, ancêtres. c'est très beau et c'est très louable, honnêtement, si jeune et si engagé. Et je vais arrêter de dire si jeune parce que tu es un être, en soi et c'est pas parce que tu es jeune que, voilà. Donc je trouve que Connie, tu assures, Ah, et voilà, continue comme ça fait plaisir de voir, bah, des femmes comme toi, qui merci. sont conscientes et qui réfléchissent, au sur le monde, hein, parce que du Mhm. coup, tu pas passive par rapport à ce qui se passe. Mm. Donc voilà, en tout cas, c'était super de t'avoir au micro, malgré les péripéties Ah. qu'on gardera pour nous, bien sûr. On peut juste dire que ça a été compliqué. C'est ça, exactement. Mais nous y sommes arrivés. Enfin. Mais ouais, en tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Tant que je serai noire. J'espère qu'il vous a plu. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à faire un tour sur la page Instagram, le compte Twitter et le blog Tant que je serai noire. Pour permettre au podcast de gagner en visibilité, je vous invite à vous abonner, commenter, mettre 5 petites étoiles sur Apple Podcasts. Merci et à bientôt.